Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Ce qu'il y a de plus intéressant en fait dans le billing, c'est pas forcément le billing en soi, c'est déjà un marché énorme. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est qu'on crée de la donnée qu'aucun autre système dans l'entreprise a. Donc on a la donnée d'usage, de pricing, combien on a facturé, est-ce que les gens ont payé, qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour le paiement, qui a utilisé le produit, etc. On a toutes ces données et on a la donnée la plus pure de l'entreprise puisque c'est la donnée de référence. Il y a pas d'endroit. Souvent, quand tu fais des analyses et que t'es pas sûr de est-ce que c'est la bonne donnée ou pas, tu reviens à ton outil de facturation. Donc nous, on a cette donnée-là. Et on va pouvoir construire d'autres produits en transformant cette donnée. Donc tout en restant dans l'entreprise. On ne prend pas la donnée, on la revend pas ailleurs, pas du tout. Mais par exemple, des sujets comme la reconnaissance du revenu, donc tu vas me dire c'est super chiant et tout, etc. Mais tout ce qui est reconnaissance du revenu, quand tu as des modèles de tarification à l'usage, donc par exemple tu achètes des crédits sur Mistral, le 1er janvier, mais en fait, tu vas le dépenser sur différents produits à différents moments. À un moment, tu vas demander un remboursement parce que je sais pas quoi. À un moment, tes crédits expirent, mais en fait, tu leur demandes de les prolonger pour 12 mois. Va reconnaître, en fait, ce revenu que tu as acheté le 1er janvier de cette année sur toute cette période-là. C'est quand même extrêmement complexe. Donc, nous, on travaille sur ce sujet-là, qui est un sujet qui est très important pour beaucoup d'entreprises et qui va devenir de plus en plus complexe avec ce switch vers la tarification à l'usage. Donc ça, c'est un exemple. L'exemple des devis connectés au billing, encore une fois, ça paraît idiot. Alors le B2B, ça paraît toujours idiot, ce qu'on essaie de résoudre, mais ça ne l'est pas. Enfin, ce n'est pas si facile, c'est ça le truc. Dès qu'on commence à regarder les détails, ce n'est pas si facile. Donc on travaille aussi sur ce sujet-là. Mais pour en revenir à l'IA, donc c'est ce sujet par exemple de reconnaissance du revenu, c'est un sujet sur lequel on utilise l'IA. Donc c'est dans la roadmap, c'est quelque chose sur lequel j'en parlais hier soir à 1h du matin à mon cofondateur. Il y a aussi des sujets de segmentation des clients. Donc encore une fois, on a les données d'usage, on sait les produits qu'ils utilisent, etc. Donc nous, on va permettre de faire des analyses proactives et des recommandations sur comment segmenter les clients. Est-ce qu'il y a des choses à apprendre? Est-ce que toi, Mathieu, tu as utilisé le produit Amor en avril. Un moment, en juin, en fait, tu as arrêté d'utiliser. On s'est dit que c'était l'été, mais en fait, en septembre, octobre, tu n'as pas trop recommencé. Donc, commencer à toi te profiler et déclencher des alertes, des choses comme ça. Donc, c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup. On a aussi d'autres trucs un peu cool avec les MCP, etc. Mais je veux pas me perdre dans les détails techniques. C'est quoi MCP? C'est un modèle contexte protocole. Si, vas-y, balance, je veux du... En gros, c'est un peu comme les... Je sais pas à quel niveau de simplification je vais aller, mais il y a eu une révolution avec les API. Ouais, donc une API, c'est les web services, on appelle ça autrement, mais c'est quoi Access C'est application... Attends, maintenant c'est un moyen de se brancher, C'est deux applications qui se parlent entre elles. Ouais. Donc modèle contexte protocole, ça permet à des modèles de parler des applications et des modèles peuvent aussi parfois se parler entre eux. Application programming exactement. Interface, ouais. Donc ça dépend. C'est encore un concept très très neuf. Donc ça a émergé, je pense, il y a peut-être 1 mois ou 2 mois. D'accord. Donc la définition se cherche encore, mais ça permet à des modèles de se connecter à des applications, en gros. Ok. Et donc on est en train de... Donc des modèles d'IA de se connecter à une API. Quand tu dis exactement. Ouais. Donc tu peux aller sur Cloud d'Anthropic et tu peux, par exemple, faire du shopping, quoi. Ok. Tu vas lui dire, en fait, nouveau. En gros, l'API, c'est un endroit où tu as on va dire, une clé d'entrée à un site internet, pour simplifier, ou à une application, avec des données dedans. Et normalement, il y avait des données qui allaient, par exemple, je vais dire un truc... j'ai une donnée sur mon site marchand. Il y a un client qui m'achète cette bougie. Alors il y a une API qui va aller chercher le paiement ailleurs parce que le paiement est pas géré par le site généralement. Il va être géré par Stripe ou par peu importe PayPal qui tu veux. Et puis il va y avoir la logistique aussi. Donc la logistique elle va être opérée par La Poste ou DHL. Là, il va y avoir un dialogue entre les systèmes de La Poste. Je vais pas envoyer un email ou téléphoner à quelqu'un de La Poste pour dire il faut que tu envoies ce machin. Donc il y a un dialogue qui se fait. Donc là, ce que tu me dis, c'est que on peut dialoguer entre l'API de mon site internet
et ChatGPT ou Claude pour aller faire des choses. Oui, le cas d'usage, peut-être le moyen le plus simple de le visualiser, c'est que tu peux aller dans ton ChatGPT, ton Claude, et tu peux faire des actions sans passer forcément par le site ou l'application. Donc de Claude, tu pourrais faire du shopping au lieu d'aller sur Amazon, par exemple. Ouais. Je voudrais me faire livrer cette bougie dans 2 jours. Est-ce que c'est possible? Exactement. Et c'est cool parce que peut-être tu vas l'acheter sur Amazon, mais peut-être tu vas l'acheter sur d'autres sites. Donc tu peux juste demander à Claude, c'est quoi la meilleure bougie, et ensuite sans sortir de Claude. Donc ça peut devenir vraiment ton outil principal. Ce qui explique quand même qu'aujourd'hui beaucoup de gens se battent sur le sujet de l'IA. Alors tu dis il y a beaucoup de bruit, mais la probabilité qu'il y ait un winner qui prenne tout, comme Amazon l'a fait sur le commerce, comme Google sur le search, comme peu importe, qui prennent tout, et qui quand même, je vais pas dire enterre Google et Amazon, quoique, mais les fassent trembler, elle existe, quoi. Tout à fait. Mais ça me fait penser à un sujet qui est... on parlait beaucoup de SEO avant. Oui, c'est le référencement naturel, ouais. Exactement, c'est en fait, quand on te cherche sur Google, est-ce qu'on te trouve? Est-ce que si on cherche compte pro en France, est-ce qu'on trouve Conto? Oui, probablement. Si tu cherches banque en ligne pour entrepreneurs, c'est pas sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas... Alors, c'était mon obsession, bien sûr, mais maintenant, ça fait quand même longtemps, ça n'est plus ma responsabilité, mais je pense que oui. Aujourd'hui, le nouveau défi, c'est est-ce qu'on te trouve quand on prompte sur ChatGPT, par exemple? Donc ça, on y travaille, nous, beaucoup, parce qu'on pense que notre audience, qui est une audience de product manager, ou une audience d'ingénieurs, ou en tout cas une audience plutôt d'équipe technique, ils utilisent beaucoup les ChatGPT ou Claude, et il faut qu'ils trouvent la go quand ils demandent conseil ou quand ils recherchent des informations, en tout cas, à ces outils-là. Donc on appelle ça, je crois que ça s'appelle GEO, donc c'est un nouveau concept sur lequel nous, on travaille beaucoup. Donc l'AI a un peu changé ça. Ce qui est intéressant, si je reviens sur la donnée la plus pure de l'entreprise, ça a un peu tilté, mais et c'est vrai que c'est super intéressant parce que en fait, dans tout ça réunit quand même pas mal justement par API. J'imagine ce que vous faites, pas mal de services différents sur lesquels tu vas aller chercher des données pour savoir ce qu'il faut facturer. Oui. Donc je reprends tes exemples, mais la distance du camion, de que va parcourir le camion, le poids du colis, voilà, et puis la surcouche de services que tu rajoutes et d'assurance et de choses comme ça. Donc à la fin, je sais tout ça. Et c'est vrai que tu te dis, quand t'es toi en train d'opérer derrière, tu vois pas forcément très bien que tiens, en ce moment, les clients n'achètent plus l'assurance. Ou de moins en moins. Ou tu vois pas ce que tu vas appeler les signaux faibles, tant qu'ils deviennent des signaux forts, mais de business. Et vous, à un certain moment, tu vas être capable de, potentiellement, puisque tu centralises tout, de dire à la direction commerciale, générale, attention, il se passe des choses là. Exactement. Et la petite histoire derrière ça. Déjà, le constat, tu l'as dit, c'est que les entreprises qui seront les plus valorisées, mais pas seulement la valorisation financière, qui auront le plus d'impact. Nous, on est convaincus que c'est les entreprises qui créent de la data qui n'existe pas dans notre système et qui est cruciale à l'entreprise. Et donc, c'est exactement ce qu'on fait, nous, avec Lago, avec le billing. Et la petite histoire, c'est que notre premier produit à Y Combinator était un produit qui rassemblait la data d'autres systèmes. Mais on produisait rien, juste on rassemblait et ensuite on l'a transformé un peu, on était passe-plat, on était un peu un Zapier amélioré. On s'est dit c'est chouette, mais on peut en fait nous débrancher à tout moment. On disait qu'on était une vitamine. Il y a ce truc en start-up où on dit il faut être un painkiller, donc un antidouleur et pas une vitamine. Et nous, on était une vitamine. Et en fait, on avait réussi à vendre notre produit, mais il y avait quelque chose qui allait pas. Et à un moment, avec Rafi, on s'est dit non, mais il y a quelque chose qui va pas. On peut pas faire une grosse boîte avec ce produit-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de pivoter. Et on s'est vraiment dit maintenant, il faut qu'on crée une donnée critique pour l'entreprise, quoi. Et la deuxième histoire, c'est que quand on a décidé de pivoter, il y avait ce space, cet espace autour du revenu, du pricing qui m'intéressait beaucoup. J'ai dit à Rafi, pourquoi on ferait pas quelque chose qui orchestre mieux comment le revenu est géré dans les entreprises? Et il m'a dit, en fait, on sera encore une vitamine parce que on dépend de la donnée en source. En fait, si tu as la mauvaise donnée en source, tu fais pas bien ton travail et n'importe qui peut te remplacer.
Et donc l'étape 1 et qui prend du temps, qui est la chose dure en fait à faire, c'est de créer ce système de billing qui est très complexe. Et maintenant on l'a créé, donc on va pouvoir construire tous les systèmes autour. Et à chaque, quand même, vous arrivez à, puisque c'est des entreprises, et c'est quand même à chaque fois complexe, sans ton forward, comment t'appelles ça, je l'ai pas. Forward Deployed Engineer. Ça m'a pris du temps aussi à comprendre. Ton forward deployed, non mais je vois FDI. C'est Palantir qui a démocratisé. Palantir, ok, ouais, forcément. C'est forcément sur des systèmes un peu complexes. Ouais. Mais tu peux pas, il y a des gens qui arrivent en self-serve plus ou moins, par eux-mêmes. Bon, alors soit même quasiment en open source, mais à télécharger le package, à le mettre, à l'installer eux-mêmes et à le faire tourner bien. Tout à fait. Il y a des gens qui font ça tout seuls. Et très bien. On voit tous les jours. Il y a des entreprises. Après, tout dépend bien sûr de la complexité, la tarification, etc. Enfin, la complexité dépend pas uniquement de l'AGO, mais aussi de ce que eux veulent faire. Mais par exemple, Mistral, ils ont été live en 2 mois. Je pense qu'il y avait qu'un seul ingénieur sur le sujet. Mais déjà, ils sont extrêmement techniques, ils sont brillants, ils étaient au taquet, donc voilà. Donc ça peut aller assez vite, quoi. C'est pas forcément 3 ans d'implémentation. Et Mistral, ils sont clients aussi ou... Tout à fait, okay, oui.